En direct du Futuroscope. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est en direct du Futuroscope, l'occasion en tout cas de fêter l'ouverture de l'Aquascope qui est le nouveau parc aquatique avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile, et puis beaucoup d'émotions aujourd'hui. Vous avez vu quand Philippe Bilger est monté avec nous, ça ressemble vraiment à une station spatiale. Ouais. Il nous racontait que ça lui rappelait son voyage dans Apollo 14 il y a quelques décennies et vraiment il y avait beaucoup d'émotions quand il nous a raconté ça. Surtout que ça ressemblait à un nightclub. Philippe Bilger, il faudrait que vous nous racontiez le premier pas que vous avez mis sur la Lune à un moment donné. Malheureusement, j'y vais trop souvent. Ouais, c'est bien. En tout cas, j'en profite pour dire que toute l'équipe de Sud Radio est mobilisée pour soutenir la grande opération d'Octobre Rose pour inciter au dépistage du cancer du sein. En tout cas, vous le savez, 0826 300 300, vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Allez, le sommaire de cette émission, depuis 2010, le monde compte plus de citadins que de ruraux. C'est la tendance lourde ces dernières décennies. Et en France, la pandémie a mis au jour un phénomène inverse, l'attrait pour les zones moins denses. Certains ont même parlé d'exode urbain, comme on en a parlé depuis le siècle dernier. Les sondages montrent que beaucoup de citadins aspiraient à se mettre au vert s'ils le pouvaient. Alors parlons vrai, est-ce que l'exode urbain dont on parle depuis le Covid va encore s'intensifier? Est-ce que le télétravail et le TGV vont l'accélérer? Et à cette question, la ruralité peut-elle devenir plus attractive que les villes? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, les Gilets jaunes de 2018 au mouvement des agriculteurs l'hiver dernier, un point commun qui émerge de nombreuses mobilisations populaires, la sensation d'être ignoré ou incompris par les élites politiques. La centralisation en France accentue encore ce fossé où les tensions se polarisent souvent entre Paris et les territoires périphériques. Alors parlons vrai, y a-t-il aujourd'hui une France oubliée qui serait la France rurale? Si oui, cette France est-elle oubliée car elle n'est pas entendue à Paris? Et à cette question, la voix de la ruralité porte-t-elle jusqu'à Paris? Vous dites non avec un score brejnevien de 96%. Vous voulez réagir encore et toujours le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix en direct du Futuroscope jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec une table très fournie aujourd'hui, un tour de table plutôt très intéressant avec Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ancien astronaute et avocat général. Oui, arrêtez de raconter n'importe quoi. Les plaisanteries les plus courtes. Mais c'est Philippe David, on va pas le changer en 5 minutes. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça commence bien. Mais j'aimerais qu'il donne une bonne image de nous auprès de nos chroniqueurs d'exception. L'empreinte est malheureusement déjà définitive, vous savez. Sacha Houlier est avec nous, député non inscrit. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien président de la Commission des lois et de l'Assemblée nationale. Arnaud Varane est avec nous. Bonjour Arnaud Varane. Vous êtes rédacteur en chef du 7 hebdomadaire d'information, c'est ça? Exactement. Voilà, journaliste, et vous allez pouvoir commenter l'actualité avec nous. Ça s'est bien passé là. Alors vous êtes de région de l'Étape, mais vous êtes venu exprès ici, même si vous êtes un régional de l'Étape aussi. Ma circonscription est à 2 communes avoisinantes, donc a priori je suis pas trop loin. Vous n'habitez pas au Futuroscope, c'est ce que je voulais dire. Ça se passe bien? Vous êtes content? Très content. Voilà, c'est le plus beau jour de votre vie? À peu près, ouais. Il faut la flatter, sinon on n'entend plus jamais parler de vous. C'était l'inauguration de l'Aquascope, le plus beau jour de votre vie. Voilà, oui, c'était exactement ça. Ouais. Il est bien, Sacha, il est bien. Voilà, attention. Là, il s'est jeté à l'eau d'entrée. C'est ça. 0826 300 300 avec Romina qui est avec nous, qui nous appelle de Vic en Bigorre. Bonsoir Romina. Bonsoir Romina. Bonsoir tout le monde. Ma chère Romina, vous voulez redonner plus de pouvoir aux maires? Oui, effectivement, je trouve qu'il est temps de redonner plus de pouvoir à nos maires. Je pense qu'il faut, je pense que renvoyer trop de compétences aux collectivités territoriales impacte les budgets et que ça éloigne aussi les citoyens de l'élu de proximité. Or, les coutumières et restera toujours, je pense, celle qu'il faut privilégier. Et surtout aussi pour redonner du sens et du lien politique. Et là, de ce qu'on voit, le fait qu'ils délèguent, ça les éloigne davantage des décisions pertinentes pour leur commune. On va faire un tour de table. Vous ne bougez pas, Romina, Philippe Bilger. Mais Romina, d'abord, qui porte un très joli prénom. Oui, c'est vrai. Romina a totalement raison et je dirais, pardon pour les banalités, dans un désenchantement politique assez sensible de la part d'une majorité d'électeurs, le maire est toujours resté comme un pilier central dans l'image démocratique. Et même si je crois que ça diminue un petit peu compte tenu des
défis et des épreuves que vit le maire, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Arnaud Varane. Ouais, je suis tout à fait d'accord aussi parce que les maires sont vraiment à la fois à portée de baffe et premiers de corvée. Oui. On l'a vu pendant le Covid parce que c'est eux qui ont approvisionné leur commune en masques, c'est eux qui ont répondu aux engueulades de leurs concitoyens. Et on leur demande beaucoup de choses avec de moins en moins de moyens. Et puis il y a un sentiment de dépossession tout simplement parce que les intercommunalités ont vraiment pris beaucoup d'ampleur, avec parfois 60 à 70% des compétences et c'est extrêmement difficile pour eux d'exister. Sacha Houlier. C'est pas par esprit de contradiction, mais moi je pense que c'est davantage la taille des intercommunalités qui est en cause que les pouvoirs donnés aux maires. Parce que si vous prenez un exemple très local, vous avez ici une intercommunalité qui a 16 communes et dans lesquelles tous les maires sont capables de s'entendre parce qu'ils ont des intérêts communs, ils représentent 27 000 habitants. Dans cette intercommunalité, ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs eux qui captent la quasi-totalité des subventions de l'État pour leurs projets. Par contre, dans celles où on a 40, 50 communes, alors là, on est sûr que ça marche pas. Et alors, ne serait-ce que pour définir le plan local d'urbanisme collectivement, on se retrouve au tribunal administratif. Et c'est dans ces circonstances où finalement on est bloqué. Merci beaucoup en tout cas. Romina, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour, vous allez jouer au qui c'est qui l'a dit, vous allez commenter déjà, mais vous allez essayer de battre tous ces garçons autour de la table, donc on vous souhaite bien du plaisir. C'est un qui c'est qui l'a dit de haute compétition aujourd'hui. Là c'est la Ligue des Champions. Ouh là là, il y a du lourd. Dans un instant, le réquisitoire du procureur, de quoi parle-t-on Philippe Bilger? Je vais parler de Claude Maluret et de sa prestation spirituelle au Sénat. Ah, c'est le prix de l'humour politique je crois. Voilà. Ouais, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est en direct du Futuroscope. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en direct du Futuroscope. On est très content avec Philippe David. Bien entendu, c'est l'occasion de peut-être découvrir, en tout cas, l'Aquascope, le nouveau parc aquatique. C'est ouvert depuis juillet dernier. Et je peux vous assurer que l'attraction est fantastique. Et Philippe David était en maillot de bain tout à l'heure. Oui, et le problème c'est que Philippe Bilger y était aussi et que tout le monde se ruait vers lui parce qu'on n'a plus vu ça depuis Alain Delon dans le Il faudrait que ce soit plausible pour la millième fois. C'est plausible. Mais en tout cas, on a des photos. Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. C'est Sacha Houlier, député non inscrit, ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7, l'hebdomadaire d'information. On vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? On va parler de Gérald Darmanin qui met la pression sur le gouvernement et qui menace de ne pas voter le budget vu les hausses d'impôts annoncées pour les plus riches. De Didier Raoult aussi, il est interdit de pratiquer la médecine pendant 2 ans. Décision aggravée en appel pour sa promotion de la chloroquine au moment de la pandémie. Et puis de ces narcotrafiquants qui proposaient des Haribo ou du Nutellache, par exemple, procès pour trafic de drogue et pour contrefaçon. En 3 mots, ça donne donc contribution, sanction et contrefaçon. Et on retrouve dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous le requérir non pas à charge mais à décharge sur Claude Maluret, Philippe Bilger. Oui, le sénateur Maluret a un comportement bien rodé. On n'entend pas parler de lui durant à peu près 6 mois et tout à coup il profère un discours souvent très pertinent, intelligent et qui fait volontiers dans la dérision et l'ironie. Alors je ne surestime pas la portée politique de son exercice spirituel où il a imaginé ce cauchemar réveillé et je le rejoins qu'aurait été un gouvernement présidé par Lucie Castet avec des ministres, notamment Louis Boyard et ainsi de suite. Il s'en est donné à cœur joie. Et ça m'a beaucoup fait rire sur le plan de la dérision. On va l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. J'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, monsieur le Premier ministre. À la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'écologie et des insectes, Sébastien Delogu, ministre de la mémoire et des anciens combattants, Louis Boyard, ministre du développement durable et du cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne.
Oui. L'humour en politique, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous ne trouvez pas, Sacha Houlié, vous êtes député depuis maintenant 2017, qu'il n'y a plus ces traits d'humour, alors à part Claude Maluret, qu'il y avait à une certaine époque. Alors on va peut-être pas remonter à Clémenceau, ça c'est un peu ancien, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça manque dans la politique? D'abord, moi j'ai essayé d'en introduire beaucoup à la commission des lois. Vous pouvez regarder les anciennes séances qu'on avait, et puis même à l'Assemblée nationale, on n'en est pas dénué. Regardez la réponse du Premier ministre au président du groupe Ensemble pour la République hier. Oui. Et il y a un mais pas que, Mathilde Panot aussi, Éric Ciotti aussi, etc. Exactement. Et finalement... est-ce que ça ne fait pas tomber un peu la pression? Le retour de beaucoup de personnes expérimentées à l'Assemblée nationale aujourd'hui permet cette forme d'humour qui avait disparu parce que l'agressivité avait pris le pas. Et finalement c'est mieux parce qu'on peut se dire des vacheries en étant finalement un peu plus amusé. C'est ça. Les mots sont comme des rayons X bien utilisés, ils traversent n'importe quoi, c'est pas une bonne formule finalement. Exactement, moi j'aime bien le verbe effectivement, et j'aime bien quand il est utilisé comme le fait Claude Maluret. Je trouve que les gens et les hommes politiques, le personnel politique se prend parfois trop au sérieux et met beaucoup à distance finalement le grand public, et ça fait du bien de temps en temps aussi d'avoir ces espaces de liberté et peut-être de vérité aussi. C'est en quoi Georges Marchais peut nous... Vous voulez la meilleure de Georges Marchais? Oui. Nous communistes, nous n'avons jamais changé, nous ne changerons jamais, nous sommes pour le changement. Celle-là, elle était quand même fabuleuse. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont contribution, sanction et contrefaçon. La contribution fiscale exceptionnelle doit concerner environ 65 000 ménages parmi les plus fortunés, les 0,3% les plus riches. Inacceptable pour Gérald Darmanin qui menace de ne pas voter le budget. L'Ordre des médecins alourdit en appel la sanction contre Didier Raoult. 2 ans d'interdiction de pratiquer la médecine pour promotion jugée infondée de l'hydroxychloroquine à l'époque de la crise Covid. Et puis des narcotrafiquants jugés pour contrefaçon des grandes marques de confiserie. Leurs pochons de cannabis étaient vendus sous les noms de Haribo, Shitkers ou encore Nutellache. Les vraies voix Sud Radio. La chasse aux milliards continue pour le budget de l'État. 40 milliards de dépenses en moins et 20 milliards de recettes en plus. C'est la feuille de route de Michel Barnier. Oui, mais où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, ce matin, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a précisé un peu les choses. Sur France 2, on parle des 65 000 ménages les plus fortunés. Quelques ménages. On parle de 0,3%. Donc ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés des plus fortunés. Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an. 500 000 euros par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer exceptionnellement, temporairement, à cet effort des redressements. Un an seulement? Nous verrons ça dans le débat, mais il faut que ce soit temporaire. Laurent Saint-Martin qui est issu, on le rappelle, des rangs macronistes comme Gérald Darmanin, et pourtant, tiens, il y a du rififien sur France Info. L'ancien ministre de l'Intérieur lui a adressé une fin de non-recevoir dans ces conditions. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. Moi, je me suis engagé dans les électeurs de Tourcoing et de ma circonscription, pas d'augmentation d'impôts. Je ne voterai aucune augmentation d'impôts. Ça veut dire qu'on va avoir un débat parlementaire. Vous savez, le pouvoir est désormais au Parlement. Le gouvernement fait une proposition, c'est normal, et le Parlement va débattre. C'est pour ça qu'on a été élu. Bon, je voterai pas d'augmentation d'impôts, c'est une mauvaise direction, c'est la direction François Hollande. Je préférais la direction Emmanuel Macron. Gérald Darmanin qui s'agace aussi de la fin annoncée des allègements de cotisations sociales qui avaient été votés sous les précédents gouvernements. Est-ce que finalement, tout le monde tire pas un peu la couverture à lui et qu'on se dit, ce gouvernement, il va tenir encore 1 mois ou 3 semaines ou 5 semaines ou 6 semaines, mais peu de temps? Il me semble que Gérald Darmanin est sous le contrôle de Sacha Houlié, est dans une attitude synthétique pour rester gentil. C'est-à-dire, il confirme qu'il ne voulait pas d'augmentation d'impôts et en même temps, il a dans la tête quelque chose qui ressemble à 2027. Donc, ça va être une stratégie que son intelligence est parfaitement capable de mener, mais qui ne devrait pas l'écarteler jusqu'à l'absurde. Sacha Houlié, on y reviendra avec vous dans votre tour de table de l'actu. Non, mais vous pouvez commenter, c'est juste pour dire que... Moi, la différence de Gérald Darmanin, j'ai fait campagne pour la justice fiscale, c'est-à-dire pour les super dividendes ou pour les super profits, qu'ils soient mis à contribution davantage. Et donc, je trouve tout à fait légitime que ce débat soit enfin ouvert après ces temps de tabou sur la question.
Arnaud Varane. Disons que c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Ah à oui partir du moment où on met des gens ensemble dans un gouvernement qui ne sont pas d'accord sur les impôts, par exemple, on se retrouve avec cette situation et forcément un blocage à un moment donné à l'Assemblée nationale. Donc le débat budgétaire va être intéressant. Cela dit, Arnaud, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la droite qui propose une augmentation d'impôts. J'aurais préféré que l'ex-majorité présidentielle le fasse quand il était encore temps de le faire. Peu de gens s'attendaient à ce qu'Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée. Mais de toute façon, on en reparlera tout à l'heure avec Sacha Houlié. Deuxième mot, le mot sanction. L'ordre des médecins vient d'alourdir celle de Didier Raoult. Interdiction d'exercer la médecine pendant 2 ans. À partir du 1er février, l'ordre des médecins lui reproche ça. La chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. La promotion infondée de l'hydroxychloroquine au moment de la crise Covid, promotion sans données scientifiques fiables à l'appui et donc en violation du Code de la santé publique selon la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Elle lui reproche aussi des propos non confraternels contre d'autres médecins lors des débats enflammés qui avaient suivi à l'époque. Propos qui, selon l'instance, dépassent le cadre de la simple liberté d'expression. Le professeur marseillais avait reçu un simple blâme pour toutes ces raisons en 2021, mais à l'époque l'ordre des médecins avait fait appel en jugeant cette sanction trop légère vu, je cite, la gravité des manquements, d'où cette décision donc aujourd'hui en appel 2 ans d'interdiction d'exercer pour Didier Raoult. Troisième mot, contrefaçon, des narcotrafiquants jugés à Créteil pour avoir pastiché des géants de l'agroalimentaire. Oui, vérifiez bien Cécile, la prochaine fois que Philippe Bilger vous offre un paquet de bonbons avant l'émission, parce que je peux vous dire que dans les pochons de Haribo, de Cheetkers ou encore de Nutellache, on ne trouvait pas des confiseries. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le cafard, à choisir il n'y a pas photo, moi je choisis le Marocco. Oui, voilà, c'était plutôt ça, des pochons de cannabis vendus avec un étonnant sens du marketing, dans des emballages qui ressemblaient à s'y méprendre aux fameuses marques pastichées. En plus des narcotrafiquants, donc on a une agence de marketing clandestine à la barre, agence baptisée Pochette Surprise. Une quinzaine de grosses entreprises agroalimentaires se sont constituées partie civile pour atteinte à leur réputation via le détournement de leur identité visuelle. Le dirigeant supposé de cette agence Pochette Surprise ne s'est pas présenté à l'audience. Il réside aujourd'hui en Espagne, mais le parquet réclame tout de même 4 ans de prison également contre lui. Arnaud Varane, c'est incroyable de développer autant de talent au service finalement de la drogue. On allait dire que c'est stupéfiant. Ouais, c'est ce qu'on appelle le cannabis en fait. Le cannabis. Pas mal. Faites des blagues comme Philippe David. Attention, je vais vous mettre de côté. Il est très bien. On vous pardonne, c'est la première. Non, elle était bonne. Sacha Houlié. Elle était très bonne. La créativité des délinquants devrait nous conduire à dire que finalement ils sont pas perdus pour la société, parce que ça veut dire qu'ils sont tout à fait employables pour d'autres fonctions qui seraient tout à fait légales et qui profiteraient. Mais vous y croyez, vous, après avoir en tout cas à faire ce type de choses, de revenir dans le droit chemin? Je pense que pour le coup on avait toute une législation qu'on proposait avec Éric Dupond-Moretti à parfaire, c'est-à-dire un statut des repentis pour ceux qui dénoncent, un statut à l'italienne pour lequel j'ai redéposé la proposition de loi et elle sera présentée le 9 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain, un parquet anti-criminalité organisée, des juridictions spécialisées, des peines spéciales pour association de malfaiteurs qui concernent la criminalité organisée, et que tout ça pouvait nous conduire à être beaucoup plus efficace. Je remarque d'ailleurs que tous ces projets élaborés avec Éric Dupond-Moretti ont été repris in extenso dans la déclaration du ministre de l'Intérieur hier devant la commission des lois. Alors je ne suis pas souvent d'accord avec le ministre de l'Intérieur actuel, M. Retailleau, mais sur ces sujets, je félicite d'avoir repris nos projets. Philippe Bilger. Moi, je trouve que le projet, il fallait trouver un statut des repentis, mais je n'étais pas d'accord avec l'obsession de créer des parquets spécialisés. Deuxième élément, j'ai trouvé Bruno Retailleau très bon hier, et moi, je suis tout le temps d'accord avec lui. Donc... Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. On est toujours en direct du Futuroscope, bien entendu. On vous invite à venir passer des week-ends, parce que maintenant, c'est sur le temps long. Futuroscope avec énormément d'attractions, plus de 40 encore, et on est vraiment dans l'immersion et on est vraiment surtout dans l'expérience, Philippe. Allez, dans un instant, le grand débat du jour, focus sur un phénomène qui s'accélère en France depuis la pandémie. De plus en plus de citadins rêvent de quitter les grandes villes pour s'installer
s'installer en zone rurale. Alors la campagne peut-elle enfin être l'Eldorado? Alors parlons vrai, l'exode urbain dont on parle depuis le Covid va-t-il s'intensifier? Est-ce que le télétravail et l'accélération de la construction de lignes TGV vont accélérer cet exode urbain? Et à cette question, la ruralité peut-elle devenir plus attractive que les villes? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. On est en direct jusqu'à 19h du très beau parc Futuroscope. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci si vous venez de nous rejoindre. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, que ce soit sur les plateformes, bien entendu, ou sur vos téléphones, vos ordinateurs, sur les, comment on dit, Philippe? Sur les enceintes connectées. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je voulais dire. Ah bah écoutez, pardon, j'ai eu la bonne réponse. Nous sommes en direct du Futuroscope aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'Aquascope, le nouveau parc aquatique. On vous incite à venir découvrir, en tout cas. C'est une vraie expérience avec Philippe Bilger qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon Philippe? Très très bien. Vous êtes content? Je suis un peu intimidé à côté d'un député. Voilà, de choix. Et puis bien sûr d'un grand journaliste. Par exemple, Sacha Houlier est avec nous, député non inscrit, ancien président de la commission des lois et de l'Assemblée nationale. Arnaud Barran qui est avec nous. Vous n'êtes pas impressionné par les vraies voix, tous les deux, ça va. Rédacteur en chef Manifestement du 7. non. Je peux parler ou pas? Ça vous dérange pas? Vous me dites, hein? Sinon, je vais prendre un café, comme ça vous parlez entre vous, mais c'est pas grave. Rédacteur en chef du 7 hebdomadaire d'information. Merci en tout cas d'être avec nous. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'exode urbain, c'est quoi? Un mouvement contraire au puissant exode rural qui avait commencé en France évidemment au 19e siècle pour peupler les villes. Du souffle, de l'air, surtout ça quoi, des changements de vie. On a eu des mouvements de population, plutôt des territoires grandes villes, des métropoles, vers des territoires plutôt de plus petite taille, communautés de communes. La star, c'est la Bretagne. Du coup, les maisons ont pris 6%, alors que les appartes ont pris 3,4%. Il a fallu 100 ans aux citadins pour dominer les ruraux. Peut-être en faudra-t-il autant pour que la campagne prenne sa revanche. Tu sais élever des chèvres, toi? Et depuis 2010, les citadins sont majoritaires dans le monde. En France, la pandémie a révélé une tendance opposée, l'attrait pour les zones rurales. Certains évoquent même un exode urbain et de nombreux Français rêvent de s'installer à la campagne. Alors parlons vrai, vous rêvez de quitter une grande ville pour partir dans la ruralité. Vous avez quitté une grande métropole pour aller vivre en ruralité, que ce soit suite au Covid ou pour une autre raison. Venez nous raconter votre expérience au 0826 300 300. Philippe Bilger, 450 000 Parisiens ont fui la capitale après le confinement. Oui, alors dans mon environnement, j'ai connu des personnes qui ont été attirées par la campagne. Et pour répondre très sérieusement à votre question, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est d'abord inspiré par une sorte de réalité ou de fantasme sur la tranquillité, un autre mode de vie, quelque chose de plus doux apparemment que dans la vie urbaine la plus intense. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ces gens qui ont choisi d'aller dans les campagnes, dans la ruralité, soient déçus parce qu'ils vont s'affronter à des problèmes criants qu'on ne cesse de dénoncer à Sud Radio, par exemple la désertification, le manque de médecins, la difficulté des relations. Donc ils vont être écartelés entre un désir de nouvelle vie et malheureusement des épreuves pour leur quotidienneté. Sacha Houlier. Moi, je pense que c'est aussi la conséquence d'une double déconcentration. Ouais. En 2015, les Parisiens sont partis vers les grandes métropoles. On appelle ça la métropolisation. Bordeaux, Nantes, etc. Tous ces endroits ont été saturés très rapidement, avec les mêmes problèmes qu'à Paris. Un prix du mètre carré qui explose, des services publics qui sont insuffisants parce que saturés comme partout, les routes pareil, avec l'encombrement des réseaux de transport. Et donc maintenant, la déconcentration, elle est de ces métropoles et encore de Paris vers des villes qu'on dit moyennes, qui n'ont rien de moyen. On vit très très bien à Poitiers et ailleurs, à Angoulême, à Niort, toutes ces villes où on se déconcentre. Et puis sur ces pourtours. Et quand vous avez une école où vous avez des classes à 24, quand vous avez, il n'y a pas moins de médecins dans la Vienne qu'il y en a dans les zones très urbaines, parce que précisément la désertification médicale elle est partout, et que le CHU il est extrêmement performant ici à Poitiers. Donc au final, vous avez vous avez des services publics qui fonctionnent plutôt bien, vous avez des appartements qui sont plus grands, vous avez l'opportunité d'avoir des clubs de sport qui marchent assez bien.
Et donc, au fond, vous retrouvez une qualité de vie qui est très bonne, ce qui explique ce mouvement de déconcentration. Arnaud Varane. Ouais, moi, avant de vous rejoindre, j'étais à Verru. Verru, c'est une petite commune de quelques centaines d'habitants dans le Mirebalais. Ça vous dit rien et c'est bien normal. Je suis allé rencontrer quelqu'un qui s'appelle Sébastien Desplanques, qui était champion du monde de cyclisme sur piste, et qui s'est installé là-bas. Il a son atelier de mécanique cycle à Verru, dans une dépendance de sa maison. Et il a découvert, c'est un Rouennais au départ, il vient d'une métropole, et il a découvert ce coin. Il en est tombé amoureux avec son épouse, et il est extrêmement content d'être là. Et la première chose qu'il a vue en arrivant, c'est l'horizon, tout simplement. C'est des champs, c'est des bois, et c'est la possibilité de pouvoir, avec toutes les facilités, monter son activité. Donc c'est pour vous dire que des exemples comme celui de Sébastien Desplanques, il y en a légion dans un département comme la Vienne, et comme le disait Sacha Houlié, il n'y a pas de difficulté majeure à venir ici à partir du moment où il y a une connexion Wi-Fi. Effectivement, il y a une facilité évidemment quand on quitte une métropole à venir s'installer à Poitiers ou ailleurs, parce que les prix de l'immobilier sont dérisoires par rapport à ces grandes métropoles. Et puis il y a surtout effectivement des services publics, il n'y a pas d'embouteillage, il y a une ligne LGV qui fonctionne bien. Dans les grandes villes, il y a des embouteillages? Non. On est à 1h15 de Paris. Une question, Bordeaux 2h05 de Paris en TGV, c'est la même ligne TGV. Est-ce que la population, on a parlé de l'explosion du prix de l'immobilier à Bordeaux, notamment dans le quartier de la Gare Saint-Jean, est-ce que la population a fortement augmenté dans l'agglomération de Poitiers? Pas encore, parce qu'on veille aussi à ce que tout n'explose pas, et il faut qu'on s'organise en termes d'urbanisme. Pas encore aussi parce qu'il y a des volontés locales qui font que on n'a pas trop envie de grandir. C'est d'ailleurs un débat politique qu'on a. Il y a une municipalité aujourd'hui écologiste qui veut que la décroissance soit la règle. Moi, je pense plutôt que la croissance raisonnée est une meilleure voie. Et donc, par rapport à tout cela, je pense qu'on peut offrir finalement beaucoup plus de choses ici. Et puis, on a un côté d'une tranquillité que recherchent les gens. Ici, on dit bénaise, qui est bien à l'aise, une contraction, et qui dit tout un peu du mode de vie qu'on a dans le Poitou. Mais il y a des fausses idées, parce qu'on parle de déserts médicaux en ruralité. À Paris, il y a un désert médical énorme aussi, et dans les villes aussi. Donc, il y a des enjeux connexes entre la ruralité et l'urbain quand même. Oui, de toute façon, les déserts médicaux, ils sont partout. Effectivement, des difficultés d'accès à certains spécialistes comme les ophtalmos. Il y a une clinique ophtalmologique qui a ouvert ses portes lundi avec 5 praticiens et qui va désengorger les temps d'attente à Poitiers. Même l'automobile, c'est-à-dire que le périurbain en Ile-de-France, c'est une catastrophe. Si vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas de transport en commun. Oui, complètement. Non, mais on vit bien effectivement dans ces territoires. Poitiers a été en 2022 l'une des 2 agglos les plus attractives de France dans sa catégorie de population, et ça a posé quelques problèmes parce qu'effectivement, comme le disait Sacha Houlié, beaucoup de métropolitains sont venus vers Poitiers, les prix de l'immobilier ont augmenté, ça a causé quelques difficultés, mais c'est quand même positif d'accueillir des populations, des forces vives, parce que tout simplement derrière, ça amène aussi un peu d'air frais, un peu de sang neuf, et c'est très très bien. J'avais tendance à prendre ruralité dans son sens le plus profond, c'est-à-dire là évidemment en l'imaginant non connecté à des villes comme Poitiers ou Tours. Sacha. Et en fait, il faut se rendre compte, parce qu'il y a une idée, un peu la carte postale de la ruralité enclavée, loin de l'innovation. Ici, d'abord, il y a le Futuroscope qui est un élément d'attractivité qui est l'innovation, mais au CHU, on expérimente des choses que personne n'a ailleurs. On a l'imagerie médicale dans une qualité de cette dimension que personne n'a ailleurs en opération clinique. On a finalement un service d'accès aux soins qui fait que quand vous appelez le 15, ça n'est jamais non répondu. Vous avez toujours une solution. Un centre de soins non programmés, des médecins libéraux. Un décrochage. Oui. Et ça vaut pour des médecins généraux, ça vaut pour des infirmiers, et ça vaut aussi pour la psychiatrie, parce qu'on est en pointe sur ce sujet. Donc ça veut dire que, y compris dans la ruralité, parce que ça couvre tout le champ du département, des portes de l'Indre jusqu'aux portes des Deux-Sèvres, vous avez une réponse à un médecin
où que vous appuyez à n'importe quelle heure. Mais comme disait Romina, qu'on va prendre tout de suite en ligne tout à l'heure, est-ce que finalement la ruralité a assez de pouvoir? On parlait des maires tout à l'heure, des territoires en général, des départements, des intercommunalités. Est-ce que tout ça ne devrait pas être simplifié? Je pense qu'il y a quand même un éloignement. Il faut pas se mentir. En 2015 a été décidé l'agrandissement des régions. On est passé à 13 régions métropolitaines. Il y a un sentiment de dépossession. Ça n'a pas mis un peu de flou. On ne sait plus Évidemment, pour simplifier grand-chose. Quand on part de Saint-Jean de Bidart pour arriver à Loudun, on a 650 km à peu près. C'est une des plus longues régions Nouvelle-Aquitaine. Exactement, c'est une des plus puissantes aussi en termes agricoles, du nord etc. au sud, je crois que c'est la plus grande. Perte d'identité aussi peut-être. Mais il y a une perte d'identité, effectivement. On sent toujours ici Poitevin, Niortais, Angoumoisin, Bordelais, de la même manière qu'on se sent basque, on se sent pas néo-aquitain, et ça c'est bien normal. Donc effectivement, il y a eu un sentiment un peu de dépossession, parce que Poitiers est une capitale régionale, a eu l'impression aussi de voir ses fonctionnaires partir vers Bordeaux, des directions comme notamment par exemple l'INSEE, dont le siège régional est à Poitiers, ça c'est très concret, mais dont le centre de pouvoir en réalité est à Bordeaux. Donc ce sentiment de dépossession, je pense qu'il a joué aussi sur l'idée que on abandonnait un petit peu les populations, et ça a pu se traduire dans les urnes. On part au 0826 300 300. Bonsoir Romina. Oui. Alors vous, Vic en Bigorre, il n'y a pas plus rural, franchement. C'est en Bigorre, mais côté plaine. Comment ? Oui, c'est vrai, c'est un territoire très rural, oui, chez nous, oui. Et ce qui n'empêche que quand même, on y vit très très bien. Et je peux comprendre les gens qui ont envie de venir à la campagne, parce que c'est un endroit où, je pense, quand on a vécu à Paris ou dans des grandes métropoles, il est difficile de se déconnecter. Et c'est vrai que quoi de mieux que des arbres, des montagnes, des oiseaux comme coach de vie. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Pour revenir à des choses simples. Romina, parlons vrai, c'est notre claim à Sud Radio. Est-ce que vous avez envie, vous, dans votre secteur, d'avoir alors j'utilise ce mot exagéré, cette transhumance de l'urbain chez vous? Alors, je vais vous dire, actuellement, de toute façon, la politique locale s'est tournée vers les seniors. Donc, c'est vrai qu'à force, la campagne, on a forcément envie non plus qu'elle devienne un EHPAD à ciel ouvert. Donc, pourquoi pas. Par contre, ça va demander quand même une attractivité au niveau du travail. Donc, il va falloir aussi faire venir des entreprises. Et là, c'est pas du tout axé là-dessus. Sacha Houlier, difficile de faire venir des entreprises justement dans des coins un peu plus reculés, alors avec tout ce que ça explique autour, tout ce que ça permet autour. J'allais rebondir sur ce que disait Arnaud tout à l'heure. En fait, tout ça, éloignement, attractivité, tout ça, ça dépend. Vous avez des communes, vous avez des projets politiques, et je peux vous garantir qu'il pleut de l'argent public sur ces communes, parce qu'on rénove le gymnase, la mairie, l'école, où on fait une chaufferie, bref, et on peut le multiplier. Par ailleurs, l'échelle intercommunale a permis de mutualiser pour qu'on ait encore plus d'argent sur ce genre de projet. Pour les entreprises, c'est pareil. Ici, là où on se trouve, il y a 30 ans, c'était un champ de patates. Il n'y avait rien. En 2020, on investit 300 millions d'euros sur les 3 sites qu'on vient d'inaugurer au Futuroscope. Sur l'Arena, sur l'hôtel Cosmo où on se trouve, sur l'Aquascope. Ça veut dire que quand il y a un projet politique quelque part, là c'est beaucoup d'argent privé aussi qui a été investi. On peut faire venir des entreprises. Et donc il y a aussi une mobilisation des élus locaux qui est extrêmement importante. Parfois on les critique, parfois ils critiquent l'État. Ce partenariat, il y a une dynamique. Élu local, État, lorsqu'il fonctionne, il est redoutable. C'était tout le couple maire-préfet, on pourra ajouter les députés qui sont les relais dans cette courroie de transmission. Lorsque ça fonctionne, je peux vous garantir que l'attractivité du milieu rural, elle est au rendez-vous. Ce qui veut dire tout de même, monsieur le député, que ce pessimisme qu'on ne cesse de ressasser sur la France profonde, qui manquerait de tout, n'est pas exact? On aime bien ça. Elle l'est certainement. En France, on est persuadé d'être les meilleurs, mais on dit toujours qu'on est les plus mauvais. C'est un peu on dit plus schizophrène. Non, on dit ça pour Philippe David, mais pas pour la France entière. Et donc, on aime bien c'est ce qu'on a vu au moment des JO. Au moment des JO, ça allait être, on allait voir ce qu'on allait voir, ce serait le cataclysme, ça n'allait pas aller. Et au final, ça a été la plus grande fête populaire mondiale qu'on ait pu organiser depuis la nuit des temps. J'exagère, mais bon. Tout ça pour vous dire que c'est pareil pour nos campagnes. On regorge de choses à montrer. Quand il y a des ministres qui viennent, quand il y a des personnes qui veulent visiter des choses, on ne sait plus quoi leur montrer tellement on a de choses à faire voir. Donc ça montre aussi que des réalisations, on en a plein les cartons. Arnaud Varenne. Deux exemples que je trouve assez frappants dans 2 domaines vraiment différents. Le premier, c'est la fermeture d'une usine qui s'appelait Fédéral Mogul à Chasseneuil. C'est un équipementier automobile. Exactement, qui fabriquait les pistons pour moteurs diesel. L'actionnaire américain a dit du jour au lendemain stop. Voilà, 240 personnes sur le
carreaux. Et est venu s'implanter à la place Forcy Power, une usine qui fabrique des batteries en fait pour de gros véhicules, notamment des bus et des camions. Voilà, 150 emplois créés aujourd'hui. Voilà, quel joli symbole. Le deuxième symbole, et là c'est de la ruralité, on est à Pleumartin, donc voilà, dans une petite commune de la Vienne, avec des gens qui ont créé un tiers-lieu en fait, parce que la solidarité elle fonctionne beaucoup en campagne, et qui ont inauguré il y a 15 jours ce qu'ils appellent une roulotte des possibles, voilà, qui fait le tour des communes et qui sert à la fois de salle de yoga, d'estrade pour des concerts, d'ateliers partagés, etc., etc. Et en fait ces gens-là ils touchent voilà, plusieurs milliers de personnes avec cette roulotte des possibles, avec des ateliers, cafés, réparations, etc. On n'en parle pas beaucoup, mais n'empêche que ce sont des initiatives remarquables. Alors je voulais rebondir là-dessus sur l'initiative citoyenne en ruralité qui est très très forte, Sacha Ollier. Alors après nous on a un peu un microclimat, faut se dire dans le Poitou, on étend ça aussi à Niort, c'est le côté mutualiste. Oui. Ça existe en termes entrepreneurial, c'est-à-dire que chacun connaît les grandes mutuelles, il n'y a pas besoin de les citer, mais ce côté mutualiste, il transpire aussi sur tout le côté associatif. On a un tissu associatif qui est extrêmement fort et qui permet en sportif, en loisir, d'apporter un complément que parfois n'ont pas certaines villes. Et c'est extrêmement important dans l'attractivité que peut avoir la ruralité. Bien sûr. Toutes les ruralités qui sont structurées et qui quelque part peuvent dire moi j'ai tant de clubs de sport, vous pouvez vous inscrire au judo, au football, au basket, bref. Au fond, ça amène des gens et ça draine beaucoup de choses parce que les gens se rencontrent. Arnaud Varenne, le mot de la fin, Philippe Bilger. J'ai parfois l'impression, Arnaud, que les initiatives que vous vantez à juste titre sont des palliatifs par rapport à ce que n'a pas pu faire la France officielle. Non, parce que je pense que dans la ruralité, on n'a pas attendu les maires, les députés, les sénateurs pour se prendre en main, tout simplement. On a monté des projets, on a demandé des subventions. Ces subventions, elles ont été accordées. Et puis, voilà, la roulotte des possibles, elle est sur la route. Merci en tout cas, merci, messieurs, pardon. Romina, vous êtes avec nous ? Là. Oui. Romina, vous savez que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Je suis prête. Vous êtes prête ? Vous avez regardé un petit peu partout, la télé, les journaux, tout. Parce que là, vous êtes face à trois garçons. Je vais voir. Je vais essayer de relever le niveau. Mais le niveau, c'est à eux de le relever le niveau, c'est pas à vous, Romina, tout va bien se passer. Allez, vous bougez pas, Romina, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le qui c'est qui l'a dit. Merci en tout cas de votre fidélité, on est toujours en direct du Futuroscope et je vous rappelle, Octobre Rose, mesdames si vous m'écoutez, ou messieurs en tout cas, incitez vos épouses ou vos familles, vos filles et vos amis à aller se faire dépister. Merci et on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. En direct du Futuroscope. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes effectivement en direct du Futuroscope à l'occasion de cette ouverture de cet Aquascope, le nouveau parc aquatique. On vous incite à venir découvrir rapidement en famille. D'ailleurs, on va vous offrir des places. Vous savez quoi ? On va le faire tout de suite. Pour le Futuroscope. On va vous offrir des places. Allez, pour une petite famille de 4 personnes. Ah ouais, allez. On y va ou pas ? Oui, c'est parti. Allez, 0826 300 300. Philippe Bilger, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 8. 8e appel au standard, 0826 300 300. Vous voulez venir découvrir le Futuroscope. 4 places pour vous en famille. Et dans les 4 places, vous comptez Philippe David et moi, hein, bien sûr. Ah oui, ça reste deux. Pas quand même. On vous offre des trucs, vous allez voir, c'est moi le plus sympa. Hein, oui, n'exagérez pas, Philippe. Vous ne dites pas n'importe quoi, vous êtes ivre. On ne comprend pas ce que vous dites. Allez, Romina, vous êtes avec nous ? Oui. Voilà. Romina, il faut lancer le jingle du qui c'est qui l'a dit. On vous écoute. À cheval grand-mère, là les Indiens. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, le quiz de l'actu. Écoutez bien, Romina, vous répondez en premier et nos vraies voix attendent votre réponse. Question qui c'est qui l'a dit, 3 points. L'élection n'a été volée à personne. Si elle a été volée, c'est aux électeurs de gauche par des dirigeants de l'extrême gauche et leurs invraisemblables partis de poker menteurs. On en a parlé il y a quelques minutes. Langauchat. Allez-y, Philippe. Maluret. Claude Maluret, sénateur centriste. 3 points pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit encore à 2 points ce coup-là. À 3 points. À 3 points. Pas exactement, à 3 points. Elle est drôle. La colocation entre macronistes et LR nécessite un temps de rodage.
Romina. Non, je l'ai pas. C'est une ministre. Raison. Bonne réponse de Philippe Bilger. Mais dis donc, Philippe, vous avez... Mais c'est Sacha qui m'inspire. Sacha Ollier aurait dû la trouver. Ouais. Question, qui c'est qui l'a dit, 2 points. Je suis le porte-parole des Français et je ne ferai pas de l'eau tiède. Michel Barnier, non, pas du tout. Retailleau. Non, Retailleau. Oui. Sacha, faut y aller. faut y aller. Faut y aller. la main. Non, faut y aller. Non, là, vous qui êtes supporter de l'OM, faut y aller à Carlos Moser, quoi. Les 2 pieds décollés du sol. En avant. Alors, c'est Philippe Bilger qui a gagné? Bah oui, ça fait 8 points déjà. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui vous avez mangé à déjeuner, Philippe? Rien. Ça vous fait du bien. Ouais. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je ne suis pas sûr que la meilleure manière de s'assurer du soutien de 100 députés derrière Gabriel Attal est de mettre une petite gifle au président de groupe. Romina. C'était ce matin sur Sud Radio. Qui écoute avec vous sur Sud Radio? Allez, dites quelque chose, Romina, vite. Non, je ne l'ai pas. Ronan Lescure. Bonne réponse de Sacha Ollier qui engrange 3 points. EPR de l'Assemblée nationale. C'était ce matin effectivement sur Sud Radio. Question, qui c'est qui l'a dit? Quelqu'un a des nouvelles d'Arnaud Varane? Plus un député d'ailleurs. Il est là? Il existe ou pas? Mais Arnaud, il va faire le super sub comme il aime le foot. Allez, question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, 2 points. J'ai une tante qui s'appelle Sada. J'ai une tante qui s'appelle Fatima. J'ai pas besoin de 2 reportages à la télévision pour savoir s'il peut y avoir des discriminations. Romina. C'est une ancienne ministre? Non. Bah vous ne l'avez pas, ça c'est Gérald Darmanin. Bonne réponse, Sacha Ollier, bravo. Il engrange 2 points. 2 points. Gérald Darmanin. Ça aurait pu être Rachida Dati. Oui, ça aurait pu. C'est facile. Non, c'est pas le prénom de ses tantes. Qui c'est qui l'a dit à 1 point sur une éventuelle peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen? Pas facile. Ce n'est pas le Venezuela ici, c'est la France. Romina, c'est un député qu'on cite assez souvent. Non. Jean-Philippe Tanguy? Non, pas loin. Ça rime. Attention. Il est député dans l'Est. Allez-y. Jacobelli. Bonne réponse. Laurent Jacobelli. Vous êtes en train de faire une remontada, Philippe Bilger, la 8-6. Et je ne le fais pas. Comme Liverpool contre l'AC Milan. On est sur la fin, les amis. Attention, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Face à un monde dangereux, il faut être conscient de qui sont qui sont nos alliés. Ah oui, j'avais perdu la ligne. À savoir Israël et qui sont nos adversaires. Romina. Ministre des Armées, peut-être? Non. Allez-y. Jean-Noël Barrot? Non. Un ancien ministre. Il aime bien l'Espagne. Il aime bien l'Espagne. Manuel Valls. Bonne réponse, il était un peu plus rapide. Je pensais que c'était Jean-Louis Thiriot au QAG. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une dernière ou pas? On va se faire gronder. On me dit que on va se faire gronder. Romina, alors on en est où? Écoutez, Philippe Bilger, grandiose, 11 points. Sacha Ollier, 6 points. Désolé, Arnaud et Romina. Fanny. On nous a laissé gagner. Merci beaucoup, Romina, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le journal dans quelques instants, la météo et le coup de gueule de Philippe David en retour. On parle de quoi? Un gros coup de gueule contre la lâcheté. Oh là, c'est beau. Lâcher comme ça, c'est beau. Allez, on fait une petite pause en direct du Futuroscope. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Futuroscope. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Toujours en direct du Futuroscope à l'occasion, vous le savez maintenant, de l'ouverture de l'Aquascope. C'était en juillet dernier, une belle inauguration pour ce nouveau parc aquatique. Philippe David. Un parc dont on va parler pendant la 3e heure de 19h à 20h avec toutes les innovations, des attractions exceptionnelles avec des nouvelles technologies numériques évidemment. Et c'est vraiment magnifique à voir, un des plus beaux parcs d'attractions en France et en Europe. Je pourrais vous écouter pendant des heures, Philippe David. Vous voulez que je continue? Non. Ah bah pour envoyer. Pourtant, il y a écrit Parlons vrai. Hein. En tout cas, vous nous laissez vos messages sur le répondeur 0826 300 300. Allez, on l'écoute. Oui, bonjour Sud Radio. Daniel, j'appelle de la Gironde, près de Blaye. C'est au sujet des retraites qui est abordé actuellement, au sujet de ces retraites qui me fâche quelque peu, puisque, étant ancien retraité agricole, j'ai une petite retraite qui ne sera pas malheureusement revalorisée. Me semble-t-il, je ne corresponds pas à toutes les cases nécessaires pour cela. Voilà, merci.
Merci Daniel de Gironde. Philippe Bilger, c'est un vrai sujet ça aussi. J'ai des spécialistes de ces problèmes à côté de moi, mais pardon de proférer un poncif, à la fois je suis sensible à ce qu'il vient de dire, mais il faut aussi tenir compte de certaines réalités assez dramatiques sur le plan des déficits. Sacha Houlier. Le vrai problème que les retraites agricoles. Alors, 3 choses. La première, c'est qu'il faut que le projet de loi de finances soit voté. C'est pas encore le cas. La deuxième chose, c'est que c'est un décalage de l'indexation sur l'inflation. Et la troisième chose, c'est qu'il y a quand même des opinions comme la mienne qui disent que sur le décalage de la revalorisation des retraites, on peut faire une différence entre les retraites qui sont plus importantes et celles qui le sont moins. Il y a des seuils qui ont été évoqués à 1500 €. C'est un seuil qui est assez bas, mais en tout cas, c'est des seuils qui se vérifient ou qui s'étudient dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée. Et du cas par cas, par exemple, sur ces retraites-là? Du cas par cas, c'est toujours difficile. Malheureusement, et j'entends déjà les cris d'orfraie sur les effets seuils, il faut un seuil ou il faut un cap, il faut quelque chose qui définisse ce qui est une retraite qui est revalorisée avant au 1er janvier et une plus tard au 1er juillet. Arnaud Varane. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas fini de parler d'économie et ça fait partie des économies qui sont réalisées. Je crois que c'est 3 à 4 milliards d'euros ce décalage de 6 mois d'indexation ça augure peut-être d'une réforme de la réforme des retraites et effectivement ça pourrait être assez ravageur pour plein de catégories de population. Mais là-dessus, faisons quand même très attention parce que on s'est écharpé l'année dernière sur la réforme des retraites qui a rapporté 14 milliards d'euros pour le report de l'âge légal. Voilà. L'intégralité de ces sommes ont été consommées par la revalorisation des retraites sur l'inflation qui avait atteint 5% en 2023. C'est-à-dire qu'on a déjà dépensé tout ce qu'on avait. Je crois même que ça fait 18 milliards la revalorisation, contre 14. Donc on a dépensé 4 milliards de plus que ce qu'on avait. Exactement. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on? Un coup de gueule contre la lâcheté et j'en ai vraiment gros sur le cœur, Cécile. Oh mon petit chat, on est là, bougez pas. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. Merci de votre fidélité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons en direct du Futuroscope. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous remercie de nous accueillir tous les jours entre 17h et 19h en direct du Futuroscope. On est très bien reçus ici, Philippe David. Oui, parfaitement bien. Et une chose importante, on y mange extrêmement bien. Ah oui, j'allais le dire. On est allé vous qui êtes très gourmand. Mais non, mais on en parlera entre 19h et 20h, bien sûr, de ce Futuroscope et on vous donnera toutes les informations et vous verrez comme ce parc et ce site a évolué sur la technologie, l'innovation, sur les méthodes de travail, la gestion de l'eau, sur l'environnement. C'est assez fabuleux. Avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger, bien entendu. Ça va, mon Philippe? Oui, vous avez dit on en parlera entre 19 et j'espérais entendre on y mangera. Oui. Manger. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. J'ai envoyé des petits textos, vous inquiétez pas. Si vous avez des doléances, vous me le dites. Prends des notes. Philippe Bilger, vous voulez quoi? Vous voulez du bœuf? Une entrecôte frite à point, je prends les commandes. Bonjour. Voilà, Philippe Bilger donc, qui est avec nous. Sacha Houlier, député de la Vienne. Vous avez le même prénom que mon chat, donc c'est pour ça que ça me trouble. Arnaud Varane qui est avec nous. Je suis tout aussi indocile. Non mais il est cool. Il est un peu fou, mais il est cool. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village sur la lâcheté de la France depuis plus de 40 ans. Dimanche 23 octobre 1983. Je me réveille et mes parents me disent double attentat à Beyrouth, des dizaines de soldats français et américains tués. À cette époque, pas de chaîne d'infos en continu, mais une boule au ventre qui se transforme en haine. Oui, ils auront la mienne et ils l'auront toujours, en voyant un para-français tenir la main d'un de ses camarades enseveli sous les décombres. 5 ans et demi plus tard, je suis appelé du contingent et mon chef de peloton, qui était para au sein de la force multinationale, nous raconte l'explosion du Drakkar qui a eu lieu sous ses yeux. Lui, qu'on surnommait Rambo, nous parle avec des trémolos dans la voix et presque une larme au coin de l'œil. Lui, le béret rouge qui portait sa pucelle de chef de groupe commando et ses médailles gagnées en OPEX, en opération extérieure lors des prises d'armes. Il y aura 41 ans, dans pile 20 jours, le Drakkar sautait.
Et les salopards qui ont tué 58 de nos parachutistes ont passé près de 40 années tranquilles jusqu'à ce qu'Israël les liquide, acte qu'aucun de nos politiques n'a eu le courage de faire en plus de 40 ans. Pourtant, la France sait faire des opérations homo qui consistent à liquider des ennemis, mais le problème n'est pas d'avoir le savoir-faire mais le courage de faire. Mais on comprend mieux cette absence de courage en voyant que notre pays ne qualifie toujours pas la branche du Hezbollah de terroriste 41 ans après le Drakkar. Comme disait Churchill à Chamberlain après les accords de Munich, vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. Nous avons depuis 40 ans le déshonneur, heureusement que d'autres ont le courage de faire la guerre à notre place. Philippe Bilger. J'allais dire, mon cher Philippe, d'abord vous avez du talent, ça c'est pas nouveau, et ensuite vous avez du courage, et en même temps on ne devrait même pas parler de courage puisque vous dénoncez à juste titre la lâcheté, parce que ce que vous dites est une évidence quand on a le sens de l'honneur. Sacha Ollier, vous n'êtes pas obligé de réagir. Non mais je salue ce qui vient d'être dit et qui est dit avec beaucoup de force, de conviction et en même temps avec les tripes. Ouais, c'est une situation qui est extrêmement compliquée et on se sent très impuissant depuis la France. Allez, Félix Mathieu est avec nous, c'est la Minute Info. Bonsoir Félix Mathieu. Non, c'est pas Félix Mathieu, c'est le tour de table de l'actualité là. Non, mais pourquoi vous me dites ça? Ah bon? Et pourquoi vous me dites ça? C'est vous qui venez de me le dire, vous avez imité ma voix, Philippe David. Ah oui, c'est vrai que c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Ouais, mais j'étais à cause de vous dans l'émotion, donc voilà, j'ai perdu la tête. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Mon cher Philippe Bilger, on ne peut pas apprendre à écrire un roman. Oui, j'ai sans doute eu l'intuition en partant de Paris ce matin que j'aurais 2 chroniqueurs de haute volée près de moi qui me permettraient d'aborder des sujets intellectuels en mettant entre parenthèses évidemment ce cher Philippe David qui pourtant vient de faire un coup de gueule très remarquable. Mais je continue à penser, malgré l'article du Figaro et les livres qui prétendent enseigner à ceux qui désirent écrire comment devenir écrivain, qu'on ne peut pas véritablement l'apprendre. J'en suis un parfait exemple. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être Marcel Proust ou rien. Et dès le premier jour où j'ai commencé à écrire, j'ai compris que c'était impossible. Et, je pense à BHL qui a écrit Le Diable en tête, qui est un intellectuel de haute volée également, comme mes amis, mais qui n'est absolument pas fait pour être romancier. Il faut avoir une imagination, une capacité de sortir de soi qui ne sont pas données à tout le monde. Donc on n'enseigne pas, me semble-t-il, le métier de romancier. On l'a, on est talentueux et plus rarement génial. Sacha Ollier, vous avez déjà rêvé d'écrire un roman? Oui, mais je crois que j'écris aussi très mal. La meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est de commencer par lire. C'est-à-dire, personne ne sera Alexandre Dumas, et ça a déjà été fait, et bien mieux que nous. En revanche, avoir le plaisir d'écrire pour soi, déjà, c'est une bonne chose parce que ça donne un peu d'estime, ça nous renforce. Et puis, lire, ça nous permet de développer notre imagination, ça nous permet finalement de rêver un peu plus loin et parfois de poser des choses qui, dans le grand tourbillon des réseaux sociaux, de l'actualité, des écrans, de l'animation, nous fait prendre un peu de distance. Arnaud Varane. Oui, écrire un roman, oui, j'en ai rêvé. Je ne dis pas que je ne le ferai pas. Voilà, il en a rêvé, Arnaud va le faire. Exactement. Non, mais il faut. Il va reculer un peu après ce que vient de dire Philippe Bilger. Voilà, c'est intimidant forcément quand on entend ce que dit Philippe Bilger. Après, je pense qu'il faut à un moment donné oser et pas forcément se fier au regard de l'autre. Il y a des tas de romanciers dont les romans sont dans les tiroirs et qui n'osent pas les sortir. Voilà, je pense qu'il faut à la fois s'accomplir et en même temps s'offrir au regard des autres parce que voilà, s'il y a de la bienveillance derrière, il y aura du jamais partage. sur un malentendu, ça peut très bien fonctionner surtout. Bien résumé, c'est ça. Je rebondis d'ailleurs sur la réforme. Bilger est modeste quand il n'ose pas se comparer à Proust. Oui, moi je trouve qu'il modeste. est quand même très modeste. Sur la réforme de l'orthographe, parce que on parle d'écrire des romans avec les mots, le choix des mots qui est important. Est-ce que vous êtes pour cette réforme là qu'on annonce
sur l'orthographe en général? Moi j'ai déjà l'impression que la réforme de l'orthographe de 1990 est pas encore tout à fait entrée dans les mœurs, donc je me demande ce que celle de 2025 va pouvoir donner. J'ai rien contre l'évolution de la langue, c'est sain, c'est naturel, et en même temps c'est vrai qu'il faut se rendre à la raison. Il y a vraiment des lacunes, et ces lacunes-là, elles se retrouvent dès le CP. Donc voilà, un sujet-verbe complément, déjà c'est déjà pas mal. Et mon épouse est enseignante et elle le voit, elle est aux premières loges de ça. Et c'est vrai que l'écriture, ça reste quand même un passeport pour se comprendre. Voilà. Et il faut vraiment faire cet effort-là. Je sais pas s'il faut une réforme de l'orthographe. En tout cas, il faut revenir quand même à quelques fondamentaux pour mieux se comprendre. Ouais. Sacha Houlié. Moi d'abord, vous m'apprenez qu'il y avait une réforme de l'orthographe en cours. Je l'ignorais. En tout cas, elle est envisagée. Et par ailleurs, je pense qu'il y a quand même j'espère un consensus national pour se dire que sur les savoirs fondamentaux, c'est une grande cause nationale. Ça a été tout l'enjeu des doublements des classes, la limitation des effectifs à 24 pour ceux qui ne sont pas dans les REP ou REP+, comme on le dit maintenant, mais en tout cas dans les zones défavorisées. Et tout ça pour dire que en réalité, on a aujourd'hui beaucoup de lacunes, que ce soit les enfants mais aussi les adultes, sur ce qu'est l'orthographe, ce que la syntaxe, ce qu'est la grammaire de façon générale. L'urgence n'est pas à modifier les règles, mais à ce que chacun les applique. C'est ça, exactement. Et l'orthographe, pardon, on a le temps. Non. Arnaud Varane, justement, votre tour de table de l'actu, vous voulez parler d'un très grand sportif. Mais oui, c'est une icône du Poitou, Erwin Ngapet, 33 ans, double champion olympique, champion d'Italie, champion de France, champion de Russie. Bref, presque le meilleur volleyeur du monde, on peut se le dire, derrière Léon, Quelle fierté le Polonais. Surtout. Très très grande fierté. Et pour le département en plus. Effectivement, et quelques semaines après son titre de champion olympique à Paris, à la maison, il a annoncé son retour, un peu en catimini d'ailleurs, ça s'est fait de manière très très discrète. C'était il y a une quinzaine de jours à l'occasion de la soirée de lancement de l'Alternat SPVB, le numéro 86, donc le département de la Vienne, qui apparaît, Erwin Ngapet, qui va jouer quelques mois ou plus, si affinité, sous le maillot de son club de cœur. C'est un réceptionneur attaquant de génie qui a permis d'ailleurs à son équipe de gagner son premier match contre Narbonne samedi dernier. Il y avait le feu dans la salle et ça fait du bien parce que Erwin Ngapet, il va remplir les salles de France, il va remplir... Alors qu'il aurait pu partir d'ores et déjà ailleurs. Effectivement, signer un gros contrat, il va remplir les yeux des gamins de plein de joie. Et voilà, par les temps qui courent, c'est bien d'avoir une icône qui revient à la maison. Sacha Houlié, vous faites du Sacha Houlié qui rêvait chez Jean-Jacques Bourdin qu'Antoine Griezmann signe à l'OM il y a quelques jours. Alors c'est peut-être pas autant en catimini que ça a quand même fait la une de l'équipe. Ah ouais. Oui. Le 27 décembre, pour tous ceux qui veulent le voir au Futuroscope, c'est à l'Arena, dans le grand derby français contre Tours. Quand je dis en catimini, c'était avant sa signature. Ça c'est parce qu'on l'a gardé secret avec le président qui a beaucoup travaillé à ça, François Garot, et puis surtout avec Cédric Hénard, qui est le coach qui a envolé une... C'est le manager général. Manager général. Ouais. C'est Dan Levis, le coach. Je me suis trompé, effectivement. Ils sont un bon duo, ils sont bien tous les deux. Et donc, non, mais ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que l'attractivité des territoires ruraux, Poitiers, c'est pas une grande ville, et on cherche pas forcément à l'être, mais ça veut dire que même pour nos grands sportifs, c'est suffisamment attractif. Pourquoi ça ne serait pas pour les autres? Non, mais vous pouvez dire quelque chose quand même. Arnaud, j'ai regardé un peu le volley lors des JO, je n'y connaissais pas grand-chose. Si vous disiez la qualité principale de ce joueur, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est une simplicité biblique, quoi. On reçoit, hop, on marque. Erwin Ngapet, il est capable de faire des réceptions de folie contre l'Italie en demi-finale, par exemple, et il a inventé un geste, en fait, il est dos au filet, et l'adversaire ne s'attend pas à ce qu'il remette la balle, et il fait une Erwin, Erwin Magic Ngapet, on l'appelle, et il fait tomber le ballon de l'autre côté du filet. Donc c'est un joueur qui est extrêmement imprévisible en fait, et c'est tout son talent qui est là-dedans. Mais Arnaud, je l'ai fait ça un jour par mégarde. Allez, vous restez avec nous. Partie de beach volley. Dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des Vraies Voix. On parlera des impôts avec Sacha Houlié, et bien entendu, vous pouvez commenter 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir tous les jours, et on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Futuroscope. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Retour des vraies voix en direct du Futuroscope, un parc d'attractions, il faut le dire, absolument génial. Il est également un parc aquatique désormais. Et avec Cécile de Ménibus en notre compagnie, l'historique les des vraies voix. véritables attractions sont là. Oui, sauf qu'on peut pas monter dedans, Philippe. Oui. Ça dépend, chacun fait ce qu'il veut. Bon, ouais, ça va bien, oui. Ma chère Cécile, moi, je dis pas non. Non, mais détendez-vous. Bienvenue. On va mettre un carré blanc. Sacha Houlier, député non inscrit, et Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7. C'est un hebdomadaire d'actu local qui parle de tout, d'actu, de sport et tutti quanti. Et en attendant, on est très, très heureux de vous accueillir en Vraie Voix du jour. Sacha Houlier, le tour de table de l'actu des Vraies Voix, vous vouliez revenir sur la hausse des impôts. La levée d'un tabou français depuis maintenant 7 ans sur la hausse des impôts. D'abord parce que elle va concerner les patrimoines les plus élevés. Ensuite parce que c'est un combat que moi j'avais conduit au moins ces 3 dernières années au Parlement, sur les super profits, sur les super dividendes, sur le fait qu'en crise des gens se sont enrichis sans forcément de raison et qu'on pouvait les appeler à contribution davantage et qu'ils sont d'accord pour cela. Parce qu'ils nous l'ont dit, comme l'ont fait certains milliardaires ou millionnaires américains. Et de cette façon, on peut financer effectivement des lois de programmation qu'on a votées dans l'armée, pour nos policiers, gendarmes, ou encore pour recruter des magistrats. Et donc, finalement, lever cet interdit qui nous était posé comme un dogme depuis maintenant plusieurs années, c'est une respiration. Ça doit inciter à une créativité limitée, mais là-dessus, chacun est responsable au Parlement. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien qu'on puisse se dire ces choses-là. Philippe Bilger. Est-ce que l'argument du fait que la France est déjà, j'allais dire, au sommet pour les prélèvements fiscaux, est-ce que vous l'entendez ou pas? Il est vrai, mais il est rapidement battu en brèche par le fait que les impositions nouvelles ne concernent pas tous les personnes qui sont assujetties à l'impôt. Et l'impôt sur le revenu n'est pas concerné, l'impôt de succession, heureusement ou malheureusement, on n'est pas concerné. On parle ici d'impôts sur les plus grandes entreprises ou encore sur les profits qui sont dégagés dans certaines activités, notamment ou les énergéticiens ou certains secteurs logistiques qui ont profité, en tout cas qui sont enrichis largement durant la crise du Covid et par suite. Ça veut dire que sur la transmission, l'héritage, il faudrait baisser, il faudrait quoi? Moi je pense qu'à partir du moment où aujourd'hui vous héritez, quand tout va bien, vous héritez de vos parents quand vous avez une soixantaine d'années, puisque vos parents disparaissent à 80-90 ans. Et tant mieux. À 60 ans, vous avez fait votre vie, vous l'avez réussi ou vous l'avez moins bien rempli, et donc les dés sont jetés. Et donc immobiliser du patrimoine alors qu'il pourrait être collectivement redistribué, je pense que c'est une idée très impopulaire en France parce que les gens modestes pensent qu'on va tout leur prendre. C'est justement pour les protéger que je pense qu'il faut faire cela, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre dans cette transmission d'un héritage qu'ils n'ont pas. Et donc c'est un chantier très impopulaire qui serait bon de mettre sur la table. En tout cas, je pose la question. Ouais. Arnaud. Ouais, non, ce n'est pas la moindre des surprises de la séquence politique à laquelle on assiste depuis début juillet, qu'un gouvernement de droite, donc un Premier ministre comme Michel Barnier, annonce une hausse des impôts et donc annonce être le père de la rigueur, d'une certaine manière. Ça peut surprendre, et en même temps, il y a un principe de réalité qui fait que la France est à 6,1% de déficit et qu'il faut bien faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc voilà, on va de surprise en surprise. Merci beaucoup Sacha Houlier. Tout de suite l'info plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et l'info en plus, Félix Mathieu, c'est Israël qui dit avoir frappé le QG du renseignement du Hezbollah au Liban. Un quartier général dans la région de Beyrouth, la banlieue sud de la capitale libanaise, a été largement bombardée ces dernières heures. Et cet après-midi, Tsahal donc affirme que ses avions de chasse ont atteint un bâtiment où le Hezbollah centralisait, semble-t-il, ses renseignements. L'armée israélienne accompagne son communiqué d'une vidéo de mauvaise qualité, mais on y aperçoit une frappe détruisant effectivement ce qui semble être un immeuble isolé sur une colline. De son côté, en tout cas, le gouvernement libanais affirme aujourd'hui que plus de 40 secouristes et pompiers ont été tués en 3 jours de frappe israélienne. Et une première en un an de conflit entre Hezbollah et Israël. L'armée libanaise affirme avoir riposté à des tirs israéliens dans le sud du pays après la mort de 2 soldats libanais. L'armée libanaise qui dit avoir riposté, je ne parle plus du Hezbollah mais de l'armée libanaise, un affrontement direct entre les deux armées. Si ça se confirmait, ça témoignerait encore, s'il le fallait, de l'escalade dans la région. Des Français d'ailleurs, pour la plupart des personnes considérées comme vulnérables, ont pu ce matin quitter le Liban en direction Paris à bord de vols commerciaux.
Philippe Bilger. Je continue à tenir un discours que d'aucuns peuvent juger naïf, même si je vois bien ce que cet affrontement a d'extraordinaire et de terriblement dramatique. Je continue à me demander, selon des critères classiques, quand ça s'arrêtera. Est-ce qu'une solution politique est possible? Est-ce que les morts civiles seront enfin cesseront? Je suis navré, on n'a pas le droit de dire ça, presque. Sacha Ollier. Je partage un peu ce que vient de dire Philippe Bilger, parce que en réalité, il y a un nombre de victimes civiles qui explose à Gaza et puis au Liban. Et c'est vrai que c'est devenu un interdit de le dire, parce qu'en hommage des victimes du 7 octobre, qui ne sont pas moins des victimes civiles d'ailleurs de la guerre et du terrorisme. Et donc on voit cet engrenage fou se nouer, le monde devenir finalement ou spectateur ou incitateur à la guerre, puisque les autres puissances arment tantôt Israël, tantôt le Hezbollah, puisque c'est de l'Iran dont on parle, et on se demande quand est-ce que cela va s'arrêter, avec une forme d'inquiétude et le ventre noué. Merci, un petit mot peut-être ou très vite parce qu'on est en retard. Pas plus. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite des vraies voix jusqu'à 19h avec le coup de projecteur des vraies voix, et on va revenir sur cette frustration qui traverse de nombreux mouvements populaires, les gilets jaunes et les agriculteurs, avec ce sentiment de ne pas être écoutés par les décideurs dans une France très centralisée. Le fossé entre Paris et les régions continue à se creuser. Alors parlons vrai, y a-t-il aujourd'hui une France oubliée qui est la France rurale? Si oui, cette France est-elle oubliée car elle n'est pas entendue à Paris? Et à cette question, la voix de la ruralité porte-t-elle jusqu'à Paris? Vous dites non à 91%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. En direct du Futuroscope. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, l'attraction de l'attraction. C'est ça, hein? C'est ça, l'attraction. absolument. L'attraction du Futuroscope, c'est aujourd'hui, c'est les vraies voix. Il y a aussi, bien entendu, l'ouverture de l'Aquascope, le nouveau parc aquatique. Mais l'attraction, pour l'instant, à l'heure qu'il est, c'est les vraies voix avec nos invités autour de la table. Sacha Ollier, qui est député de la Vienne. Merci en tout cas d'être là encore avec nous. Et puis Arnaud Varane, rédacteur en chef de 7. Du 7. Du 7, on dit du 7. Tout simplement. C'est joli, je trouve. Ouais, ça porte bonheur. Et pourquoi le 7? Le 7 parce qu'on est un hebdomadaire. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, il y a le 1, il y a le 7. Voilà, il y a le 1, il y a le 7. Voilà, il y a de l'argument dans cette émission. On sent qu'il y a du lourd. On sent qu'avec Philippe Bilger, ça vole tout de suite très haut. Oui, bien sûr. Vous l'admettez enfin. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs. Parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici. Mais pour moi, la prochaine étape, c'est Paris. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes. On veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris, ça bouge pas, c'est l'Europe. C'est Bruxelles. Et retour sur une frustration qui traverse de nombreux mouvements populaires, des gilets jaunes aux agriculteurs, avec un sentiment de ne pas être écoutés par les décideurs. Dans une France très centralisée, le fossé entre Paris et les régions continue de se creuser, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que notre vieux pays de tradition jacobine écoute nos territoires ruraux? Est-ce que le millefeuille administratif entre les nombreux pouvoirs locaux et Paris ne pose pas problème? Et à cette question, la voix de la ruralité porte-t-elle jusqu'à Paris? Vous dites non à 91%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour commencer, Sacha Ollier, pour une fois, je vais démarrer par vous, Sacha Ollier, monsieur le député, de dire finalement le fait de ne pas être entendu, pas écouté, pas entendu, les deux valent, par Paris. Est-ce que on entend encore cette petite musique aujourd'hui? Ah oui, absolument. C'est assez sévère pour le travail des parlementaires. Ouais. Bah oui. Le sondage que vous avez donné, et en même temps, si je peux me permettre, il y a beaucoup de parlementaires qui portent la voix de leur territoire à Paris. Ce qu'on sait, c'est que finalement, il y a beaucoup de dilutions, il y a beaucoup de contraintes qui font que pour les élus, c'est difficile, comme pour les citoyens qui râlent. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés à faire changer la loi, les normes, voire les textes qui sont supranationaux, comme
comme les textes européens, et pourtant il y a beaucoup de volonté politique pour tenir compte de tout ce que l'on nous remonte. Et je peux vous garantir qu'il y a plus d'un élu qui se remonte les manches pour que ça bouge et que ce qu'on entend sur le terrain se sera traduit. Souvent d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça m'a valu beaucoup de réprimandes. On a beaucoup de choses qui nous remontent et puis on dit attention, il va y avoir un problème sur tel point. Alors on dit non, ça n'existe pas, etc. Et en fait, on est des précurseurs. Donc peut-être que les capteurs sont bouchés au niveau de l'État, et ce qui fait que il faut attendre que le mur soit devant nous, un peu comme le mur de la dette, un peu comme le mur des impôts, comme tout on vient de discuter, pour qu'on se mette autour de la table et qu'on le discute, et qu'il n'y a pas d'anticipation. Et ce que ressentent les gens sur le fait de ne pas être écoutés, c'est l'absence d'anticipation des difficultés qu'on va rencontrer. Arnaud ? Oui, Sacha Houlier a bien résumé la situation. D'ailleurs, il a eu sa permanence parlementaire occupée un certain nombre de fois, 18 fois. Ah oui, c'est beaucoup. Donc effectivement, il y a eu une déconnexion, mais je pense qu'il y a au-delà de la déconnexion une méconnaissance de la manière dont les décisions se prennent. Tout ne part pas de Paris pour revenir vers les territoires. Et c'est vrai que quand on discute avec des habitants, des citoyens de certaines problématiques, ils savent pas où s'adresser forcément. Alors maintenant, il y a des maisons France Service, quand on a des difficultés d'accès au numérique, il y a eu des choses qui se sont faites dans les dernières années, mais malgré tout, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a une inflation. On s'adresse à qui pour l'inflation au final en supermarché? Voilà. Philippe Bilger. Dans la question de Sud Radio, on évoquait les gilets jaunes. Et j'ai été frappé à l'époque, j'avais trouvé que le président Macron, lors de la pleine action des gilets jaunes, les avait traités avec une forme de condescendance, voire de mépris, mais quelques mois plus tard, il a fait une analyse très profonde en disant que le mouvement des Gilets jaunes durerait profondément en France. Et tout ce que vous avez évoqué si intelligemment me paraît relever de cette même intuition. On a eu à partir de là un certain nombre de catégories sociales ou professionnelles qui sont inscrites dans le même registre un peu abandonnique. Moi, je vais vous donner juste un exemple. On a fait 1 an et 2 ans après la crise des Gilets jaunes, donc novembre 2018, des papiers sur les fameux cahiers de doléances, c'est fameux, qui avaient été déposés partout dans les mairies et qui contenaient des centaines de milliers de situations individuelles, de récriminations, et qui sont tombées dans l'oubli. Et ça, je pense dans les archives des préfectures. Exactement. Et ça, je pense qu'à un moment donné, c'est coupable parce que l'État aurait dû en faire quelque chose, aurait dû se les approprier pour au moins en faire une synthèse et au moins en tirer des conclusions. Ça, je les rendre publics. Et moi, je vais vous donner 3 exemples aussi du fait que la temporalité du changement. En fait, quand les gens veulent voir les choses changer, il y a des décisions qui prennent un peu plus de temps. Je prends 3 exemples. L'électricité, le prix de l'électricité. Il était directement lié au fait qu'on avait des centrales nucléaires qui ne marchaient pas. Et réouvrir ces centrales nucléaires, ça nous a pris quelques mois. Quelques mois, c'est une prouesse industrielle que d'avoir pu les rouvrir aussi vite. Surtout quand elles ont des problèmes de soudure. Et oui, et ça a pris du temps. Deuxième chose, c'est sur les agriculteurs. Alors il y a des choses qui pouvaient aller très vite, c'est-à-dire le déblocage de tous les paiements des aides qui étaient embouteillés, mais tout ce qui avait été écrit sur les pesticides, les fongicides, les herbicides qui étaient interdits, ou en tout cas le plan zéro phyto, ça a un pilotage un peu plus long, donc ça prenait 4, 5, 6 mois, et dans la colère qui était exprimée, on attendait des solutions qui étaient immédiates, où il fallait aller extrêmement vite. Troisième chose, c'est la réponse pénale. Évidemment, réduire les délais de la justice, ça met un peu de temps. Quand on recrute des magistrats, on met 2 ans à les former. Quand on recrute des policiers, on met 12 mois à les former. Les médecins, c'est 10 ans. Et les médecins, c'est 10 ans. Mais très bien, je vais rebondir sur votre exemple. En 2018, on fait sauter le numerus clausus pour qu'il y ait plus de médecins. Jusqu'en 2026, on va avoir ce problème de désertification médicale parce que les médecins qu'on a commencé à former en nombre important, ils seront véritablement sur le terrain, tous, en 2026. Plutôt 2026. Ils ont un peu augmenté, la bonne nouvelle. Je rebondis, en fait, ce qu'on entend souvent, forcément, quand on va en région, de dire, vous mettez en place des directives, des lois, des décrets, tout un tas de choses. Il n'y a pas de retour d'expérience, en fait, du terrain. C'est-à-dire que quand le terrain dit, vous nous envoyez des injonctions, mais ça fonctionne pas comme ça chez nous, en fait. Oui, tout à fait. Il y a eu cet exemple sur la semaine de 4 jours, en fait, parce que effectivement, on a été très longtemps à se dire que semaine 4 jours et demi. Est-ce qu'il faut respecter le rythme de l'enfant? Est-ce qu'il faut plutôt respecter le rythme des enseignants? Et finalement, à un moment donné, le politique, donc là en l'occurrence c'est Jean-Michel Blanquer, avait dit à l'époque, vous avez carte blanche pour expérimenter les choses. Et c'est bien aussi de temps en temps de laisser l'initiative au territoire. À 4 jours et demi. Exactement. Et c'est bien de laisser l'initiative au territoire et de. Chez quelqu'un n'est pas forcément chez l'autre. Exactement. Sacha Houlier, vous qui êtes député d'un territoire rural, est-ce que
quand les élus ne sont pas entendus à Paris, c'est pas finalement la technostructure qui prend le relais? Alors, vous avez une autre technique pour ça, c'est que en parlementaire, on devient parfois des gilets jaunes. Je vais vous donner un exemple. Pour le classement des villes en zone tendue pour bénéficier du Pinel, comme on dit, Poitiers était déclassé. Et bien, je suis allé tous les mercredis matins pendant 6 mois au ministère du Logement en expliquant que j'avais un rendez-vous avec le ministre qui était naturellement faux pour le classement de ma ville sur une zone qui lui permettait d'avoir le bénéfice de l'exonération Pinel. Et bien, au bout de 6 mois, j'ai eu mon décret. Il y avait mon arrêté, pardon, pour être précis. Il y avait 2 villes qui étaient reclassées, la ville d'Angers et la ville de Poitiers, parce qu'avec le maire d'Angers, on avait fait le même travail de harcèlement du ministère pour y parvenir. Votre constance a été récompensée. Exactement. Et après, pour prendre un contre-exemple, il faut aussi dire que l'État parfois sait réagir. Un exemple, MaPrimeRénov', voilà, que tout le monde connaît quand il fait des travaux énergétiques, qui était devenu une usine à gaz et surtout qui était devenu... Parce que personne ne comprend rien. Exactement, uniquement accessible avec des bouquets de travaux. Donc c'est-à-dire qu'il fallait pas simplement changer des fenêtres ou changer une chaudière, il fallait changer les fenêtres, les chaudières et isoler. Bon, l'État, au bout de quelques mois, s'est rendu compte de son erreur puisque le marché de la construction se cassait la figure et a rectifié le tir. Alors après, il faut simplement que ça rentre dans les mœurs. Je rebondis sur, pardon, Sacha Houlié, je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites que vous avez harcelé le ministre, voilà, mais tout le monde n'a pas la même position que vous au sein du gouvernement, moins d'accès, donc c'est aussi, là il y a aussi un problème. Il y a plein de députés, il y a plein de maires, il y a plein de présidents de région, il y a plein d'intercommunalités qui n'ont pas cet accès, qui ne peuvent pas aller à Paris même en faisant le siège. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là en fait? D'abord, tout le monde a un parlementaire et tout le monde peut convaincre son parlementaire de se battre pour son territoire. Et puis ensuite, il y a une forme de bougisme qu'il faut combattre aussi, puisque quand on fait bouger les choses une fois, il faut pouvoir l'évaluer et dans la durée. Et puis enfin, il y a aussi surtout, on parle pas de ce qui marche. C'est-à-dire que nous, on ne remonte que ce qui ne fonctionne pas. Et donc, par exemple, les France Service dont tu as parlé, Arnaud, c'est des choses qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, utilisez vos élus. Vos élus ne sont pas vos adversaires. Ni vos maires, ni vos présidents de conseils départementaux, ni vos députés, ce sont vos alliés pour faire évoluer les choses. Et l'impuissance publique, l'impuissance politique a ses limites dans le volontarisme, dans le cadre de l'état de droit, je précise tout de même, mais en tout cas, on peut faire bouger beaucoup de choses si on se remonte les manches. Ça prend parfois un peu de temps, mais on y parvient. Merci en tout cas. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup Sacha Houlié, député de la Vienne. Merci beaucoup Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7, l'hebdomadaire d'information. C'est une émission très agréable. Très agréable, un plaisir d'être là au Futuroscope. Merci à vous. J'ai même apprécié quand vous parliez, Philippe David. Pour vous dire, je pense que le harcèlement que Sacha Houlié a fait sur le ministre du Logement n'est rien par rapport à ce que vous me faites tous les jours. Mais oui, mais vous savez, c'est une fois par semaine. Je sais que ça vous fait plaisir. Je sais que ça vous fait. C'est de l'amour. Vous savez, c'est comme Patrick Sébastien, c'est de l'amour. Ça n'est que de l'amour. Allez. Je ne sais pas ce que Cécile veut obtenir de vous. Mais rien, justement, surtout pas, je ne veux rien obtenir. Dans un instant, on vous parle 100% Futuroscope, on vous expliquera effectivement comment tout ça s'est orchestré et l'histoire finalement de ce parc incroyable. Et on va garder Philippe Bilger, tiens, parce que on va peut-être parler de René Monnieri. J'ai pas à me baigner. Non, absolument. Quel dommage. Seulement vous mouiller. Excellent la chute. Un profit assuré.